Il avait surpassé. Rappelez-vous, j'ai parlé de la Benjamin du gouvernement, Myriam Aziabé. Comment elle saignait la société? Comment elle a fait créer des projets qui vont bien donner l'électricité, qui doivent servir à aller brancher les courants, qui sont abandonnés dans au sein de la société. Si la technique le permet, si on a cette technique-là, je vais vous le montrer. Comment est-ce qu'on avait investi beaucoup d'argent, 300 millions, 400 millions dans des projets qui n'ont pas été accomplis et que l'argent a disparu. Même cette ministre de la petite du gouvernement, là, la société a débloqué de l'argent, beaucoup d'argent, pour aller installer un groupe électrogène à son domicile. Donc, on a augmenté le coût de l'électricité et M. Abou Pito, qui était un ancien directeur adjoint de la société dans les années 2013, et je rappelle que ce monsieur n'est pas, M. Abou Pito, c'est pas un baron du régime, c'est un expert en finance, c'est un banquier, il a fait la BCAO d'ailleurs, qui a été, je pense, sollicité venant du secteur privé pour venir redresser la société à l'époque. Et donc, il a fait son expérience, il a été confronté à des difficultés en interne et ils ont dû partir. Je pense qu'il n'était pas le seul. Et depuis qu'il est parti de la société, c'est quelqu'un qui est d'un certain âge, il est un grand consultant international sur les questions de finance, d'énergie et tout ça. Donc, vous pensez qu'il est d'un certain âge, donc c'est pas quelqu'un qui est du régime, mais c'est quelqu'un qui est venu apporter son expertise, ça va pas marcher, il est parti, il est retourné dans son coin. Et donc, depuis qu'on a lancé cette histoire d'augmentation du coût, que ça a été matérialisé, il a fait plusieurs sorties. Et les gens ne commencent pas à dire, ah oui, il était où avant, pourquoi il n'avait pas agi avant. Mais c'est des gens, c'est quelqu'un qui écrivait depuis sur la société, sur sa page Facebook. Moi, j'ai regardé sa page Facebook depuis longtemps. Il écrivait, il dénonçait, il interpellait Fond Nassibé depuis longtemps sur sa page Facebook, sur les dégâts que la société, qui se passait à la société. C'est pas d'aujourd'hui qu'il dénonçait les faits. Donc, moi, c'est ce que j'ai tiré de ce qu'il a écrit. Je vais vous le résumer avant que moi-même, je vous dise ce que je pense de la société. Sa sortie, comme il a toujours fait depuis des années, ce n'est pas dirigé contre quelqu'un. Il met sur la place publique les réalités, les sombres réalités de la boîte, ce qui se passe à l'intérieur de la société. Parce qu'il est resté, il connaît la boîte, il connaît les pratiques, il connaît les gens gèrent la société. Donc, il nous dit de façon substantielle que par rapport à ces réalités-là que lui décrit, l'État à l'heure actuelle n'a pas besoin d'augmenter le coût de l'électricité. Au contraire, l'État a besoin d'assainir le secteur. En assainissant le secteur, l'État peut valablement engager des ressources pour combler ne serait-ce que le vide ou les pertes que la société bénéficie, et que la société crée. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est la trame de sa sortie. C'est vrai qu'il a mis le doigt sur certains ministres féreux qui ont participé à détruire la société, qui sont toujours qui sont toujours des ministres sous poste de fonds d'enseignement, qui sont ses conseillers. On les connaît, on sait ce qu'il est en train de doiter. Je vais les citer bientôt. Moi-même, je prends la responsabilité de les citer. Je les ai toujours cités, je vais les citer. Mais lui, il dit à vous voyez. Vous connaissez ces gens-là, ceux qui ont participé à saquer la société, à saquer le secteur de l'énergie au Togo et à s'enrichir de manière insolente et à narguer les Togolais. Nous les connaissons. Donc, en réalité, les exercices auxquels il nous a soumis, c'est pour aider plutôt le gouvernement. C'est pour ça qu'il parle. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. Il dit la société n'a pas besoin, je résume, la société n'a pas besoin d'augmenter les tarifs. Au contraire, sous les conditions suivantes, la société peut être mieux gérée. On n'aura pas besoin d'augmenter les tarifs, mais de les baisser plutôt. Il dit, on peut même baisser les tarifs. Parce que dans la région, le Togo est quand même celui qui pratique l'un des tarifs les plus élevés. Donc lui dit, on peut même baisser les tarifs. Si la société était mieux gérée, assainie, on peut baisser les tarifs. Donc on n'a pas besoin de les augmenter. Il dit, le personnel et la direction de la société ne doivent pas dormir sur leur laurier. Il a dit plusieurs fois. La société ne doit pas acheter du gasoil à la pompe
avec des marges commerciales chez Cap, Togo, chez Total, chez je ne sais pas, Shell, je ne sais pas quoi. Vous imaginez que la société va chercher le carburant à la pompe pour faire tourner cette turbine. Vous savez que la société utilise je pense 3 catégories ou 4 catégories d'énergie. L'énergie hydroélectrique, donc à partir des barrages, l'énergie thermique, donc à partir de contour global qui utilise à la fois le gasoil le gasoil ou le gaz avec la centrale Kekeli. Et vous avez aussi l'énergie solaire. Je ne sais pas si le Togo, la société reçoit de la production de l'énergie solaire à partir de la centrale de Brita, mais ce sont les matériaux de première catégorie que la société utilise pour produire l'électricité. Donc, sur la question du carburant, il dit que non seulement la société n'a pas besoin d'aller acheter le carburant à la pompe, mais il dénonce ceux qui pendant longtemps, dans les commandes du pétrole, ont fait du faux. La question des attaques revient ici. Ils n'ont pas fait du faux seulement dans la commande du pétrole, puisque c'est eux qui commandaient le carburant pour ravitailler et distribuer sur l'ensemble du territoire. C'est le réseau Adjaki qui le stockait à la STE là-bas, c'est eux qui stoppaient le carburant, mais ils faisaient aussi des magouilles sur le taux du dollar. Ils disent aussi la même chose. Vous savez que le dollar, que nous utilisons de façon ordinaire est différent parfois du dollar douanier. Le dollar au compte douanier, le taux est différent. Et le rapport des inspecteurs d'État sur le pétrole a relevé tous ces aspects. La manière dont les Adjaki, ils utilisaient le dollar, ils commandaient les trucs en dollars, ils gagnaient beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils jouaient sur le dollar pour gagner beaucoup d'argent. Vous imaginez quand les gens commandent 100 000 litres de carburant, 1 million de litres de carburant, s'ils gagnent 2 centimes, 3 centimes sur le dollar, vous imaginez combien de millions ils gagnent. Ils ont ça. Donc, le scandale du pétrole que j'ai dénoncé, dont les gens se sont réjouis qu'on a condamné certains individus de certains partis politiques qui ont dansé, qu'on a condamné Ferdinand, ça nous rattrape. On est tous dedans aujourd'hui. Quand vous êtes incapable dans vos partis politiques de réfléchir, de faire des enquêtes, quand les journalistes font un travail sérieux, quand vous n'aimez pas la tête des journalistes parce que de temps en temps vous critiquez, vous souhaitez beaucoup pour la tête des journalistes. Aujourd'hui, vous êtes tous rattrapés, c'est tant mieux. On a subi. Quand les cours du pétrole sont à la baisse, ça aussi ça concerne les Adjaki, il dit que, je résume toujours, il dit la société doit donner ses besoins en carburant directement à l'État. Et c'est à l'État de porter le pétrole. Et non à la société d'aller l'acheter à la pompe, chez Total ou chez Cap Togo. Il dit, quand les cours du pétrole sont à la baisse, comme c'est le cas aujourd'hui, sur le marché international, la société doit réagir. Si les cours atteignent des niveaux qui permettent de tourner contre global bien au moins chez l'avant. Après ça, il reste les points qui fâchent. Il faut laisser les agents de la société faire librement leur contrôle de fraude au compteur. Vous connaissez la question de la fraude au compteur, notamment, pas seulement chez les particuliers, mais les industriels. Et il parle et il évoque un aspect important, les transformateurs. Que les industriels trafiquent, parce que ces transformateurs-là, les industriels en ont assez. Donc il dit, je continue d'affirmer que les tests d'énergie en ligne et les fraudes au compteur, spécialement des entreprises dont les dirigeants sont vicieux, véreux, et peu de fois, font perdre à la société chaque année 20 milliards de francs CFA. C'est une estimation qu'il a faite en 2013. C'est-à-dire en 2013 déjà, la fraude au compteur faisait perdre à la société 20 milliards par mois, par an. Estimons que de 2013 à ce jour, il y a eu plus d'industries dans notre pays, il y a plus de secteurs industriels dans notre pays. La pierre est venue, on a augmenté les capacités de la zone franche, donc des capacités de fraude au compteur. Il dit, la société doit obtenir des fabricants de compteurs des jeux logiciels qui permettent de détecter sur chaque compteur le montant exact des fraudes et les dates auxquelles ces fraudes ont été perpétrées. Comment est-ce qu'une société qui fait beaucoup d'argent comme la société ne peut pas acheter des logiciels de ce genre pour contrôler la fiabilité de ce qu'il vend aux prestataires, à ses clients, et de vérifier les choses? Rien du tout. Enfin, il dit, je l'ai toujours dit, je supplie la direction de la société de prendre les dispositions pour séparer les postes de transformateurs des entreprises pour les sociétés et pour que les sociétés n'accèdent plus à la partie réservée de la société pour perpétrer les fraudes. Et dire que ce sont les agents irresponsables de la société qui aident ces entrepreneurs véreux à conduire ces postes de transformation non conformes aux normes de la société et aux normes internationales de sécurité. Ce faisant, la société récupérera un minimum de manque à gagner de 20 milliards de CFA par an. C'est seulement à ces conditions que la société peut relever la tête. Voilà ce qu'il a dit. Il a dirigé ses sorties contre personne, il a fait un diagnostic que nous tous nous pouvons faire. La chance que lui a eu, c'est qu'il a fait la boîte, il connaît les réalités, il connaît les chiffres, il connaît les données. Maintenant, on laisse de côté M. Amouzou Peto. Revenons à nous-mêmes. Revenons à nous-mêmes. Et situons les responsabilités. Je disais tantôt que pendant 60 ans ou pendant plus de 50 ans, les Togolais ont dépensé pour soigner les Yacimés.
pour les entretenir. Les nationaux Togo sont comme des rois. C'est l'État qui les entretient, c'est les contribuables qui les entretiennent, c'est les Togolais qui subviennent à leurs besoins, en tout cas la plupart. Et ils vivent sur le dos de la République. Faure Gnassingbé est le président, jusqu'à la dernière, avant qu'il ne devienne PC ou PCM, pendant 20 ans, il est le président de la République. Donc vous à moi, est-ce que nous connaissons une résidence de fonction de Faure Gnassingbé? À part la présidence de la République, que ce soit à Kégué ou au bord de mer, est-ce que nous connaissons la résidence de fonction du président de la République? En temps normal, dans un pays organisé, le président de la République a une résidence de fonction. Le jour où il est plus président, il libère la résidence de fonction pour son successeur. On a déjà le cas des premiers ministres. Quand on nomme un premier ministre au Togo, ils ont une résidence de fonction, je pense à la cité Ouya. Il y a Komla Mali qui était là-bas, il y a Bourgo qui a été là-bas, il y a Kassou qui a été là-bas, il y a Tomenga qui a été là-bas. Il y a une résidence de fonction du premier ministre à la cité Ouya. Est-ce que nous avons une résidence de fonction pour le président de la République au Togo? On n'en a pas. Nous sommes tous d'accord qu'on n'en a pas. Alors, à partir de ce moment-là, parce que s'il y avait une résidence de fonction du président de la République, on sait jusqu'à quelle proportion l'État prend en charge ses besoins à l'électricité. Macron a une résidence de fonction. Et Trump a une résidence de fonction. Le président égyptien a une résidence de fonction. Le président sénégalais a une résidence de fonction. Le président ghanéen a une résidence de fonction. Donc on sait si le président a une résidence de fonction, combien on dépense pour sa résidence de fonction. Ce sont les privilèges liés à la fonction qu'il exerce. Le président de la République, tous ses besoins dans sa résidence de fonction sont pris en charge. S'il a une résidence secondaire, c'est aussi pris en charge. En dehors de ça, le reste, c'est à sa charge. Parce que l'État, la République, ne peut pas prendre en charge indéfiniment un président dans tous ses besoins. Donc, il se fait qu'au Togo, le débat que je suis en train de mener là, ce que je suis en train de dire là, c'est une question très profonde. C'est une question de gestion de l'État. Ça recouvre plusieurs aspects. Ceux qui ne comprennent rien, ne venez pas vous mélanger ici. Ici, on parle des gens qui ont été à l'école, pas des gens qui sont allés vers l'école. Nous parlons de la gestion de l'État. Et comment est-ce que les gens qui ont la responsabilité de diriger un État, comment ils sont entretenus? Pas l'État, donc les contribuables comme ça. Donc, un président de la République, il est pris en charge dans l'exercice de ses fonctions. Donc, on doit connaître sa résidence de fonction. Donc, si on connaît sa résidence de fonction, on sait que l'État prend en charge l'eau, le téléphone, l'entretien, l'Internet, la sécurité. S'il a une seconde résidence, l'État le prend aussi en charge. À partir de la troisième résidence, on peut dire l'État ne prend pas ça en charge parce que c'est pour lui, c'est privé. Parce que la République, l'État, les contribuables ne peuvent pas se saigner pour entretenir les chefs d'État indéfiniment, sans limite. C'est pour ça que dans tous les pays, la Cour des comptes attire l'attention du président quand il dépasse la limite des fonds qui sont mis à sa disposition. Par exemple, en France, la Cour des comptes attire l'attention de Macron quand il dépasse les limites des dépenses qu'il ne doit pas faire. On l'interpelle directement en disant, vous êtes en train de dépasser le seuil qui vous a été fixé. Si vous avez 10 millions d'euros par an, si vous commencez par arriver à 9 millions, 800 euros, on commence pas à vous interpeller parce que vous êtes en train de dépasser la norme. Au Togo, personne ne connaît la résidence de fonction de Faure Gnassingbé. Il a sa maison à la résidence de la caisse, quand il est devenu président. Il a agrandi sa maison en achetant les voisins, c'était pour des raisons de sécurité, d'accord? Donc, c'est sa résidence principale. Après, il a aménagé la résidence de son père, Louis II, qu'il a incorporé dans les biens que l'État doit entretenir. C'était la résidence de son père. Donc, le statut qui est là-bas, personne ne connaît. Mais il a intégré ça dans les résidences que l'État entretient. Parce que toutes les factures de l'eau, de l'électricité, tout ce qu'on dépense à Louis II là-bas, c'est pris en charge par l'État. Donc, nous, les contribuables. Ça fait deuxième résidence. Nous allons prendre les résidences de Faure une à une pour que nous faisons le calcul de ce qu'il coûte à l'État en tant que président. Donc, on a Louis II qui utilise, qui l'a rénové, qui l'a réaménagé. On a mis beaucoup de moyens. Donc c'est la résidence de son père. On ne connaît pas quel est le statut que cela a, mais il intègre dans les biens que l'État entretient, résidence de son père. À côté de Louis II, il a construit un grand domaine qu'il construit depuis 15 ans, qu'il n'a jamais fini. J'ai une fois publié la photo de ce domaine-là. C'est à côté de Louis II. C'est presque sur 3 hectares, je ne sais pas combien, c'est un grand domaine. Il n'a jamais terminé ça. Mais là-bas aussi, on utilise l'électricité. Troisième résidence. Écoutez-moi très bien. Après, vous avez Kakaveli. Son petit château qui est à Kakaveli.
à côté de Kakavili, là-bas, là où il y a le poste de Togo Télécom. C'est aussi une résidence qui consomme l'électricité 24 heures sur 24. Il y a des meubles là-bas, comme le Djamba. C'est une grande résidence. Il y a les militaires là-bas. Ça fait 4e résidence. Nous sommes toujours dans la capitale, hein. Ça c'est Fonyassibé. Ça fait 4e résidence. On est dans la capitale. Quand vous arrivez à la caisse, la résidence de la caisse, vous voyez la pharmacie Limbla. En face de la pharmacie Limbla, il y a une villa qui est la nuit d'une villa banale, mais qui est construite avec une architecture qui ressemble un peu au sommet à un échafaudage de station d'essence, juste en face de la pharmacie Limbla. L'entrée de cette villa est à l'intérieur. C'est une villa qui a été conçue par Togocel ou Togocom au temps de Acha Dedi. Pratiquement, ils ont mis presque 2 milliards pour construire cette maison. C'est une maison qu'ils ont achetée chez un particulier, 2 maisons, ils ont cassé, ils ont construit, ils ont mis des souterrains. Comme à la caisse, on ne le fait pas en hauteur, ils ont mis du souterrain. Quand des stations des eaux, tout ça, les gens viennent, c'est là-bas qu'ils restent. C'est aussi une résidence de Fonyassibé qui est entretenue, carburant, tout par l'État, entretien. Vous allez à la plage. Vous allez à la plage. En face de... juste avant Onomo, après le restaurant chinois, avant Onomo, sur la ligne là-bas, avant Onomo, avant le début de la clôture du ministère de la Sécurité, il y a une résidence qui est là-bas, qui est une ancienne résidence de l'OTP. Une ancienne résidence de l'OTP qui est devenue une propriété de Fonyassibé. Je ne sais pas par quelle alchimie. Elle s'ouvre sur la voie, mais c'est une résidence assez discrète. Avant, il logeait des amis là-bas, il logeait des gens là-bas. Là aussi, il y a l'électricité qui tourne 24 heures sur 24. D'accord? Bon. Il y a plein d'autres villas qui sont à la caisse, qui sont à la cité du Millénium. Parfois, c'est des villas qui sont affectées aux étrangers qui viennent, aux marabouts, aux journalistes qui font du travail, à certains journalistes qu'on utilise pour traquer les gens sur les réseaux sociaux, et c'est pas aux individus qui font de la cybersécurité, les Israéliens. Il y a plein de villas comme ça qui sont à la caisse. Et il y a certaines villas, même s'il y a des lieux de détention, c'est à la caisse. On utilise l'électricité. Personne ne sait pas qui paye. On continue. Donc, quand on quitte Lomé comme ça, on va à Agou. On va à Agou. À Agou, sur le fond de la colline, vous avez une magnifique résidence de Fonyassibé qui tourne sur la montagne de cette préfecture-là, la préfecture elle-même est dans un ancien immeuble allemand ou français. Il n'y a aucune infrastructure, mais il y a une grande résidence là-bas qui est desservie par 3 voies, 4 voies. Elle est alimentée tous les jours en électricité. Qui paie la facture? Point d'interrogation. 24 heures sur 24 heures. Elle est alimentée à Kapamé, derrière la direction de la Sotoko. Il fut un moment où on a construit une résidence là-bas. Je ne sais pas si c'est totalement à lui ou bien il y a une résidence là-bas qui a été construite. Quel est le statut de la résidence? Personne ne sait. Vous quittez là-bas, vous arrivez à Esmono et Lavagnon. Esmono et Lavagnon. L'ancienne résidence de Yadema, qui était construite à côté de sa ferme, qu'il a rénové à coût de centaines de millions. C'était budgétisé dans la loi de finances, le budget de la présidence. Quand vous prenez le budget de la présidence, vous avez les détails de toutes ces résidences qui sont entretenues par la présidence, qui sont des résidences dont on ne connaît pas les statuts. Est-ce que c'est des résidences privées du Fonyassibé? Est-ce que c'est des résidences de son père? Est-ce que c'est des résidences de je ne sais qui? Si ce sont des résidences de son père n'est plus vivant, pourquoi vous ne continuez pas à payer leur entretien? Si ce sont ces résidences à lui, il en a besoin de combien? Pourquoi vous ne continuez pas à entretenir tout ça? Donc, et là-bas, un grand domaine, entretenu 24 heures sur 24, courant, électricité, l'eau, tout. Internet, c'est à la charge de qui? Point d'interrogation. Vous continuez, vous arrivez à Kara. L'ancien château de Yadema, à Kia, il utilise. En face, il a construit notre résidence. Sur la route de Kouméa, il a construit un grand domaine, entretenu, à Défalé, il a construit. Sur la montagne, à Défalé. Je connais, je ne sais pas, j'ai déjà parlé de Blita. Oui, Blita, il a construit un grand domaine à Blita. Là aussi, l'électricité, 24 heures sur 24. Comment l'appelle-t-on? À Kara. J'ai noté les 3 endroits à Kara. Le château de son père, la résidence qu'il a construite en face, sur la route de Kouméa. Il y a une résidence. J'ai appris il y a une autre résidence que la dame de la caisse voulait construire aussi pour lui, à Défalé, sur les montagnes de Défalé. Il a construit un chalet là-bas. Vous savez ce qu'on appelle un chalet? Il a construit un chalet dans la montagne là-bas. Ah d'accord, il en a construit. Alors, j'ai posé tout à l'heure la problématique de la résidence de fonction du président. Je ne suis pas contre que M. Fonyassibé, s'il a de l'argent, qu'il construise 1000 maisons. C'est à lui. Il a le droit de construire 20 000, 30 000, 50 000 maisons s'il a l'argent. Mais de ces 20 maisons-là, combien l'État prend en charge en termes de besoins? De ces 20 maisons, ces 30 maisons, ces 40 maisons, ces 10 maisons,
combien de maisons l'État va prendre en charge en termes d'entretien? C'est là le problème. Et ça rejoint la problématique de la déclaration des biens. Parce que, si, supposons que Fonds Nassibé perd le pouvoir demain, il perd le pouvoir demain. Vous voyez qu'il a construit 13 maisons ou 14 maisons sur l'ensemble du territoire. Si celui qui le remplace, disons par exemple, je ne sais pas, un opposant, si l'opposant aussi doit construire 13 maisons en 10 ans, pour lui seul, l'autre qui vient construire 20 maisons en 10 ans, à quoi va ressembler la République? Donc, nous devons ouvrir le débat sur ce que le coup de Fonds Nassibé en termes d'entretien. C'est vrai, c'est lui le président de la République. En temps normal, il doit payer les impôts, comme tout citoyen. Mais nous devons ouvrir le débat sur ce que le coup de Fonds Nassibé en termes de dépenses sur le dos de l'État. Toutes les résidences que je viens de citer là, qui paye l'électricité là-bas? C'est lui ou c'est l'État qui prend ça en charge? Si l'État ne paye pas, est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour la société? Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, dans la construction de ces maisons-là, on a obligé la société à doter certaines de ces maisons de groupes électrogènes. Parfois, des groupes ont coûté 100 millions. On dit oui, que le président doit avoir l'autonomie énergétique à tout moment. On a acheté des groupes électrogènes. Alors que la présidence a déjà un budget, on a demandé à la société de débloquer 100 millions, 150 millions pour doter certaines résidences de Fonds Nassibé de groupes électrogènes, pas seulement de groupes. On a acheté des inverseurs. Après, on a dit que les inverseurs ne sont pas efficaces. On a acheté des onduleurs. Parce qu'on a dit, le temps où on coupe le courant, le temps que le groupe le redémarre, les maisons ne doivent pas être dans l'obscurité. On a acheté des onduleurs qui coûtent très cher. Donc, la personnalité de Fonds Nassibé seul, en tant que chef d'État, nous coûte énormément cher en termes d'entretien. C'est pour ça que je pose la problématique de sa résidence de fonction et de sa résidence secondaire. En temps normal, le président a une résidence de fonction. Les frais d'entretien sont pris en charge par l'État. Il a une résidence secondaire. Les frais d'entretien sont aussi pris en charge par l'État. Le reste, basta, il s'en occupe du salaire qu'il gagne et de l'argent qu'il a. On ne peut pas accepter qu'un chef d'État qui multiplie les maisons dans le pays, les résidences dans toutes les régions, c'est les contribuables, c'est-à-dire vous et nous, qui payons ces factures. Voilà le débat que je pose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que M. Fonds Nassibé construise des maisons. S'il a l'argent, s'il peut construire 100 maisons au Togo, il a le droit de construire des maisons. Mais à partir du moment où il est chef d'État, nous devons limiter l'argent que l'État doit dépenser pour l'entretenir. Vous savez, en Angleterre, à un moment donné, il y a eu un débat au Parlement en Angleterre pour limiter les privilèges de la royauté. Parce qu'à un moment donné, il a été constaté à travers les chiffres que la reine, ses enfants, les princes, leurs femmes revenaient excessivement chers au royaume. Et donc, ça mettait en difficulté le trésor public. Donc, on a été obligé, et le palais de Buckingham a été obligé de se séparer de certains châteaux, de les sortir du patrimoine, pour que l'entretien vienne directement d'eux. Alors, d'où vient que chez nous au Togo, les Togolais doivent se saigner pour entretenir toutes les résidences que Fonds Nassibé a construites partout, y compris la résidence que son père a laissée, que lui a incorporée dans son patrimoine. Et il y a des gens pendant son long règne a suffisamment volé de l'argent et que dans la succession de ses biens, ses enfants doivent être capables d'entretenir ces maisons qu'il a laissées. Ce n'est pas au Togolais de continuer par entretenir le B2, de continuer par entretenir la Bayon, de continuer par entretenir le château de Pia. Ce n'est pas au Togolais de faire ça. C'est à la famille Nassibé de rouler sur l'argent que leur papa a laissé pour entretenir les biens de leur papa. Mais là, on se retrouve dans un flou total où, en plus de lui-même ses propres résidences personnelles, je parle de Fonds Nassibé, il a inclus dans son patrimoine les résidences que son père a laissées. Et tout ça, c'est nous qui payons les factures. Dans l'Europe médiévale, la société était divisée comme telle que suit. Il y avait ceux qui prient, qu'on appelait les oratores. Donc c'est le clergé, ce sont les hommes d'église. Il y a ceux qui combattent, qu'on appelait à l'époque les bellatores. Ce sont les nobles, les princes, les chevaliers, les seigneurs. Et il y a ceux qui travaillent, qu'on appelle les laboratores. C'est eux les paysans, les tenanciers, les vilains, les serfs, tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage. Avant la Révolution française, la société en avait marre de tous les avantages indus du clergé de la noblesse. Exactement comme on en voit aujourd'hui au Togo.
Parce que ce que les gens ont vécu, ils les ont poussés à faire la révolution dans des années, dans d'autres pays, il y a des siècles et tout ça. On vit la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la structure de notre pays, il y a ce qu'on appelle la minorité pieuse que nous-mêmes avons décrit, donc nous-mêmes le chef. Il y a tous ceux qui tournent autour du système, et il y a la plèbe, ceux qui sont là et qui ont de la peine à boucler le repas par jour. Et c'est la plèbe qui est saignée pour entretenir la minorité pieuse, pour entretenir les factures, entretenir leur maison, entretenir leur billet d'avion, entretenir leur maîtresse. On a abouti à quoi? On a abouti à la révolution en 1789, à la prise de la Bastille, à l'arrestation du roi, des princes, à leur exécution, à la confiscation de leurs biens, à la confiscation des biens du clergé. Aujourd'hui, quand vous voyez la plupart des châteaux en France, en tout cas une grande partie des châteaux, que ce soit le château de Versailles, les plus grands châteaux, le château de Sceaux, tout ça, c'est des châteaux qui appartenaient à des princes, qui ont été saisis par le peuple après la Révolution, et qui sont aujourd'hui inscrits dans le patrimoine du pays. Aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses. Nous vivons les mêmes choses. Où font Yacine, avec toute sa famille, un grand monarque, il est au-dessus. Il bénéficie de tous les privilèges, et le peuple qui a fait continuer de l'entretenir. Je viens de lister toutes les résidences de Fond Yacine, celles qui sont connues comme celles qui ne sont pas connues. Dites-moi qui paie les factures de ces résidences-là. Ce sont les contribuables. Est-ce que le peuple togolais doit payer les factures de 2 résidences de Fond Yacine, de 3 résidences, de 4 résidences, de 5 résidences, de toutes ces maisons-là? Combien l'État prend en charge et combien lui-même doit prendre en charge? Parce que quand on parle de l'État, c'est nous. Il est président de la République, d'accord. Mais de toutes les résidences qu'il a, combien l'État entretient, combien lui-même doit entretenir? Il ne peut pas mettre l'entretien de toutes ces résidences dans la carence de l'État. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il construit une maison quelque part, c'est l'État qui prend l'entretien de la maison en charge. Ce n'est pas normal. Donc, vous avez le premier citoyen du pays, Fond Yacine, qui a multiplié les résidences sur l'ensemble du territoire, qui ne paye pas ses factures. C'est l'État qui prend en charge, donc c'est vous et moi. Donc c'est un manque à gagner pour la société. Vous avez jusqu'à une récente période, Madame Badanyaki, je ne sais pas si elle est encore au camp, mais dans une certaine période, une récente période, elle était au camp LT. Le camp LT, c'est la résidence de fonction des éléments. Parce que le camp LT, c'est un domaine public. C'est un domaine qui appartient à l'État. Mais les Nassini en ont fait leur propriété privée. Madame Badanyaki est là-bas. Dans la loi des finances, il y a sur la 4 ans, 5 ans, vous voyez les détails de la loi de finances, elle la présente. Vous voyez qu'on débloque 100 millions quelque part pour entretenir Madame Badanyaki là-bas. Elle vit là-bas avec ses enfants. Il ne paye ni électricité, rien du tout. Quel est le statut de Madame Badanyaki aujourd'hui au Togo? Elle est première dame, même si elle est première dame, c'est l'État qui prend en charge ses factures d'électricité? Impossible. Donc, voilà un autre aspect. Maintenant, vous prenez les membres de la famille Nassibé. Avant le clash entre Pacha et Fort, avant, c'est la présidence qui payait toutes les factures des enfants Nassibé. C'est pour ça que je dis, c'est nous qui entretenons les Nassibé depuis des années. C'est la présidence qui payait les factures. Je pense que depuis qu'il y a eu des problèmes entre eux, d'autres ont été tentés de payer leurs factures. Mais avant, c'est la présidence qui payait les factures. Tout sur la facture. Maintenant, on laisse de côté les Nassibé. Les maîtresses de fonds Nassibé, qui payent leurs factures. Les Sinan Lawson, les Amoureux, les Ingrid, les quoi, autant qu'elles sont là, qui paye les factures? Qui paye les factures? Qui paye ça? La société va là-bas pour demander de payer les factures. Les agents de la société vont chez eux. Les Béguédou, tout ça là, qui paye les factures? Je suis en train de vous lister les gens qui sont au-dessus de la loi. Les gens qui sont déjà riches, mais ne payent pas les factures, et c'est les pauvres qui continuent de payer les factures. Et c'est eux qui utilisent plus l'électricité que les pauvres. Toutes ces maîtresses-là, qui paient les factures? Continuons. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale, ils ne paient pas les factures. C'est l'État qui paye leurs factures. Jusqu'à une certaine proportion, ils ne payent pas leurs factures. C'est l'État qui paye leurs factures. Reste à savoir si l'État le paye pour la société ou l'État ne paye pas. Les ministres, ils ont un quota qui ne paye pas. Ils ont un niveau de consommation qui est pris en charge par l'État. Même il y a des ministres qui ne sont plus ministres depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans. L'État continue de payer à leur place. Ils ne payent pas de facture. Les gens qui sont au gouvernement, vous comprenez pourquoi ceux qui sont au gouvernement depuis 13 ans, 20 ans, ils n'ont jamais vu une facture d'électricité. Parce que ce n'est pas eux qui payent. C'est nous qui payons pour eux. C'est pour ça que les gens se permettent de climatiser leur garage. De climatiser là où leur chien dort. Il m'a été rapporté que dans la maison d'une des maîtresses, le climatiseur tourne 24 heures sur 24. C'est le jour que le climatiseur
climatiseur est tombé en panne, que les gens ont su que le climatiseur ne travaille pas, qu'il faut la remplacer. Ça tourne 24 heures sur 24.